Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, nous avons aujourd'hui deux thématiques. Bienvenue à l'hebdo de la médiation. Il y a une part d'actualité pour un élément qui concerne la médiation au Maroc et ça date d'hier, donc c'est tout frais. Et puis une question d'un médiateur concernant une compatibilité entre la médiation et une procédure judiciaire en cours, ou qui devrait l'être. On va voir ça petit à petit, mais ça sera la deuxième partie. Comment répondre quand un avocat demande l'interruption d'une médiation au titre, selon lui, d'une nécessité juridique? Là, le début, ça va être plutôt les éléments d'actualité. Alors, ça concerne la médiation au Maroc, la médiation institutionnelle précisément. Sachant que, évidemment, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ce jour, il y a eu, ou hier après-midi, il y a eu un tremblement de terre au Maroc avec des morts. Donc c'est dans un contexte d'actualité au Maroc particulier aussi. Mais nous allons parler plus précisément de cette médiation, de cette journée de la médiation au niveau national au Maroc, mais de la médiation plutôt institutionnelle. Et bonjour Jean-Louis, Alors, bienvenue à toi. bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Alexandre, hein, je dis au passage, parce que peut-être l'histoire de l'avocat avec le médiateur, ça intéresse tout particulièrement une question que nous a posée Alexandre. Et donc, on va y revenir dessus. Et tout de suite, c'est vrai que j'ai été très très sensible à ce qui s'est passé au Maroc. Bien sûr que cette situation, la situation de l'actualité que vivent des Marocains, c'est dramatique, hein. Mais là, on parle de médiation. Donc, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, d'autant plus que c'est quand même une modélisation absolument extraordinaire. Cette journée que le roi du Maroc a décidé de proclamer la médiation des services publics. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le médiateur de la République. Ce sera la journée du médiateur de la République, en fait, hein, ou la journée des prestations du médiateur de la République. Alors, j'ai préparé un article sur le sujet, hein, qui peut vous permettre de voir également ce qui se passe sur l'officiel de la médiation, qui reprend cet événement qui s'inscrit dans une démarche d'actualité par rapport à d'autres événements, parce que le Maroc a signé tout récemment la convention de l'OIMED, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. L'OIMED, c'est l'Organisation internationale de la médiation qui a été mise en place à l'initiative de la Chine et où plus de 30 pays maintenant ont décidé d'adhérer à cette convention qui relève de l'article 33 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit le recours à la médiation ou à tout mode de résolution des différends à caractère international. Donc c'est déjà le Maroc a adhéré à cette convention, hein, et donc maintenant décide de mettre en place une journée dédiée à la médiation des services publics. Donc c'est très encourageant parce que c'est très symptomatique. Je vous propose de regarder quelque chose quand même qu'on a souvent signalé sur cette chaîne, mais qui se met en œuvre. Quand en 1999, j'avais choisi de créer la profession de médiateur, on m'avait dit ouais, ça n'existera jamais, etc. Je me souviens des gens des écoles concurrentes, hein, que ce soit le CMAP, que ce soit à l'époque, il y avait un bâtonnier qui avait créé la FNCM, la Fédération nationale des centres de médiation rattachés au barreau de la profession d'avocat. Il m'avait dit, mais non, mais tu rêves complètement. Il s'appelait Michel Bénichou. S'il écoute, il saura, il saura bien se rappeler que il avait dit que j'étais complètement farfelu. Et donc, il y avait aussi une personne, Monique Sassier, qui était, par rapport à la médiation familiale, elle avait tout à fait pris l'idée que en médiation, le droit à la médiation n'existerait jamais. C'est quelque chose la médiation obligatoire, c'est pas, il pourrait, disait-elle, il n'y avait rien d'obligatoire
obligatoire en médiation. Bah, voilà, c'est comme apprendre à conduire avec une ceinture de sécurité, hein, voilà, c'est pareil. Pour pouvoir conduire, bah, il faut un permis. Pour pouvoir être en sécurité dans sa voiture, bah, il faut mettre la ceinture. C'est obligatoire. Et puis, il y a aussi l'instruction qui est obligatoire. Donc, la médiation participe des phénomènes d'instruction. C'est ça, d'instruction, pas au sens de judiciaire, hein, que Nicolas a subi avec brio quand même. Hein. Mais c'est pas l'instruction dont il s'agit. C'est l'instruction, c'est apprendre. Et donc, bah, Nicolas, il n'a pas bien appris non encore à l'école. Et il y a des choses qu'il faut apprendre de sa responsabilité. Parfois, c'est bien utile. Et donc, s'instruire, la médiation, c'est un outil d'instruction. Et on voit quelque chose qui est absolument incroyable. C'est la mondialisation culturelle. On a vu pendant un temps, c'était la mondialisation économique, ce qui était, c'est très très problématique, on le voit. Hein. C'est l'échec de l'homo economicus hein, complet de ce point de vue-là, parce que ça crée des drames, ça crée des problèmes, ça crée des exploitations absolument phénoménales dans les pays africains où on voit que, par exemple, tous les sous-sols sont massacrés et puis il y a beaucoup de difficultés, il y a des disproportions économiques qui se créent, des richesses qui s'enveloppent d'un côté et de l'autre. On voit bien que Microsoft, par exemple, quand ils vont faire, avec la fondation Bill Gates, qui vont faire des travaux, on voit bien qu'en fait, c'est la trace pour aller chercher des minerais hein, dans les sous-sols. C'est de l'exploitation pure et simple. Hein. C'est pas pour rien que des systèmes comme cela sont mis en place. Ça, c'est l'homo economicus. Et on voit que, il y a cette problématique d'évolution. Mais parallèlement à ça, il y a une évolution formidable qui est en train de se mettre en place. C'est l'implantation du concept de médiation. Et même s'il passe par des systèmes un peu d'autorité, comme celui du médiateur de la République, du médiateur du royaume, de l'ombudsman, hein, comme on voit, c'est parce que c'est quelqu'un qui se réfère en partie au cadre judiciaire, au cadre juridique, pardon, au cadre juridique existant. Il s'intéresse aussi à la notion d'équité. Et il s'intéresse aussi à un autre concept qui n'est pas neutre, parce que l'équité, c'est une décision arbitrale, mais il y a quelque chose qui n'est pas neutre, qui est formidable, c'est l'éthique. Et là, je vois, même quand on interroge les IA sur le sujet, il y a une grande confusion entre la morale et l'éthique. Et les IA, elles ne savent pas faire la différence, il faut vraiment les interroger à fond. Et donc, mais comme beaucoup d'humains, parce qu'en fait, hein, les IA, elles ne sont jamais que nourries par les humains, et la compétence et l'incompétence humaine. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une forte évolution de cette appropriation entre l'équité et l'éthique et la médiation. Et qu'il y a une nouvelle culture mondiale qui est en train de se développer. De la Chine, du Maroc, de tout le Maghreb, toute l'Europe. On discute avec des gens au Canada, aux États-Unis, au Brésil. Ça fait des années que j'ai une amie, et puis je salue Angela Lopez au passage, qui m'avait amené au Portugal et qui a implanté une partie de la médiation professionnelle au Portugal en traduisant notamment mon bouquin pratique de la médiation professionnelle, et que elle avait des commandes au Brésil. Donc c'est vrai qu'il y a un travail formidable qui se fait partout avec ce concept de médiation. Donc et quand on parle de ça, c'est formidable de voir cette évolution culturelle qui a non seulement commencé, mais qui va se propager. Et c'est ça, c'est ce qui se passe et qui se trame. Comment dire qu'en fait, on ne mesure pas aujourd'hui ce qui va se passer dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être même dans 5 ans avec ce concept de médiation professionnelle qui n'a jamais, de médiation, de profession de médiateur, qui n'a jamais été aussi d'actualité. Et que dans des pays qu'on pourrait penser être rétrogrades, être conservateurs, etc., eh bien non, ils sont exemplaires. Hein. Je parle là du Maroc et je salue l'initiative du roi du Maroc qui donne une leçon en fait brillante à la France par rapport à cette revendication permanente des droits de l'homme, etc. Et puis d'être toujours en avance, d'être toujours en avance. Et puis en fait, non. Là, il y a d'autres pays qui prennent de l'avance sur ces concepts-là.
Et je dirais que la France, si les dirigeants français veulent réfléchir un peu plus, il y a du boulot parce que on peut encore instituer le droit à la médiation, mais je pense qu'on a déjà soufflé l'idée dans des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, et c'est bien possible que ça vienne de là-bas aussi, qu'il y ait des progrès sur l'appropriation des concepts de médiation et puis du droit à la médiation. C'est-à-dire l'accès, parce que pour l'instant, c'est ça, c'est vrai que ce que fait la journée du 9 décembre, qui a été proclamée par le roi du Maroc comme étant la journée de la médiation des services publics, eh bien, c'est le début. Ce n'est que le début. Et je vous dis, regardons le futur. Et ce qui m'intéresse, c'est que souvent, je dis, ben, je prends de l'avance sur les générations futures, parce qu'en fait, je me suis toujours dit, mais tu sais, les mecs du XVIIe siècle, ils n'imaginaient pas du tout ce qu'ils allaient déclencher, hein, les Lumières. Ils n'imaginaient pas du tout que leur réflexion sur la centralisation économique, l'appropriation indue des richesses, il y a pendant qu'il y avait des gens qui avaient des greniers de grains qui étaient surabondants et puis qu'il y avait des famines, hein. C'est d'ailleurs là, ils se disaient, mais attends, comment c'est possible? Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas aussi. Tu as des gens qui ont des comptes en banque hyper riches. Tu as des gens qui ont, à Dubaï, qui ont des voitures qui sont recouvertes d'or. Hein, ils font dorer, mais pas dorer avec de la peinture dorée, mais non, avec de l'or. Ils ont leurs voitures qui sont complètement dorées et ils se roulent avec ça. Et il y en a un qui a fait une voiture avec couverte de diamants. Tu vois, c'est l'excès de la folie de la richesse. Et pendant ce temps, tu as des gens qui meurent de faim, quoi. Donc il y a des disproportions comme cela. Au XVIIe siècle, ils avaient fait des constats similaires, qu'il y avait des disproportions fortes entre ceux qui étaient riches, qui avaient des richesses qui étaient pour plusieurs dizaines de centaines d'années, qui ne vivraient jamais autant que ce qu'ils pouvaient dépenser, et puis les pauvres qu'il y avait à côté. Donc, quand ils ont voulu penser comme ça des systèmes de régulation, ils ont pensé des choses qui ont amené à la conceptualisation des droits de l'homme. Ils ont pensé également, et ça a développé des théories hein, sur la régulation économique. Bon, ça n'a pas été très brillant, parce que je dirais que c'est l'échec de la théorie de l'Homo economicus, même s'il y a des prix Nobel en pagaille qui sont donnés là-dessus, hein, sur la théorie des jeux, le rapprochement de la théorie des jeux et de la théorie de l'économie. Mais on voit bien que ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Il faut changer de modèle de pensée. Et donc, on va y revenir sur ce point-là. Mais en tout cas, cette initiative du Maroc, je le dis, elle est annonciatrice, comme celle de l'OIMED. Elles sont toutes les deux annonciatrices parce qu'elles marquent un temps. Et c'est ce temps d'histoire qui est formidable. Donc c'est 2025. 2025, nous on l'a dit, en 2025, on proclame le siècle de l'entente. Et je vous assure que suivez-nous parce que vous allez voir qu'on a des idées pour ça, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent et qui s'approprient les modèles de la médiation professionnelle. On le voit, on le travaille dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'armement même, hein, ça peut paraître paradoxal, mais dans les usines et dans les entreprises qui produisent de l'armement, bah, ils intègrent la médiation professionnelle. C'est quand même significatif. On a eu le plaisir de former aussi des gendarmes, des gens du GIGN, des gens. Donc on pourrait se dire, mais tiens, ça, c'est vrai que bon, c'est des petits trucs comme ça, des petites touches, mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ça fait le vibrato. Et c'est un petit séisme culturel qui est en train de se préparer. Et je peux vous l'annoncer, hein, je joue les prophètes comme ça peut-être, mais c'est le prophète de la médiation. C'est pas ça. C'est logique. C'est pas une intuition. C'est un enchaînement logique des événements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'existait pas il y a 25 ans, et regardez aujourd'hui, ben c'est partout. Et c'est partout sans que ce soit complètement accompli. C'est-à-dire, avant que ça soit complètement accompli, il va se passer du temps. Et du temps pour l'appropriation. Mais quand la France aura proclamé, aura peut-être inscrit dans sa constitution le droit à la médiation,
Ça va faire un vrai changement culturel. Alors, c'est peut-être pas sous ce mandat présidentiel, parce que les niveaux de compétences sont peut-être pas à ce niveau-là, ou de réflexion et de qualité de réflexion sont pas à ce niveau-là. Peut-être pas au suivant, mais dans tous les cas, c'est dans l'air du temps, comme on dit, et puis ça va venir. Donc voilà, l'actualité, j'ai le plaisir d'avoir partagé ça, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, et d'autant plus que le PMN a passé un accord avec une chambre de commerce pour pouvoir dispenser les formations de médiateurs professionnels. Donc, je salue aussi nos partenaires marocains. Et ça fait des années qu'on est déjà en discussion et avec beaucoup d'organismes marocains. Et j'espère bien que ça va se développer d'une manière formidable dès 2026, puisqu'on commence nos formations en 2026. Alors, ça me permet aussi de rebondir. On parle de journée nationale au Maroc de la médiation des institutions, des services publics, mais il y a aussi une journée internationale de la médiation professionnelle qui est le 20 janvier, comme tous les ans, hein, et cette année, c'est sur le système judiciaire. Alors là, j'ai un petit trou Alors, dans ma raquette. mais moi, je peux te le réparer, le trou dans la raquette, parce qu'en fait, c'est pas dans le système judiciaire. Ça, on en a parlé, mais on en reparlera aussi à ce moment-là. Néanmoins, c'est dans. Ce qui m'étonne, c'est que, tu vois, je vais te dire, c'est une petite parenthèse, ce qui m'étonne, c'est que ma voix, j'étais complètement cassé, j'ai la crève et tout, mais tu vois, l'adrénaline combat, combat, combat les microbes. Je suis étonné, je suis enthousiaste et comme si j'avais plus rien. Tu vois? Puis je sais que tout à l'heure, quand on va arrêter la discussion, ça va rechuter. Mais je suis étonné. Donc, comme quoi, c'est vrai que c'est boostant, les bonnes nouvelles. Et la GIMP, c'est fait par Edith Delbray, animé par Edith Delbray avec Vincent Tossat. On a des invités, c'est sur la médiation internationale. On va en parler, et justement, tu vois, on va parler de tous ces aspects de la médiation internationale, mais c'est plus particulièrement sur la médiation diplomatique. Alors, évidemment, je vais vous dire, on a invité beaucoup de personnes, notamment d'Europe. Alors, les discussions sont en cours pour savoir est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir. Ça sera la surprise. Mais on aura, dans tous les cas, on aura une bonne explication pour vous dire pourquoi ils viennent ou ils viennent pas. Hein, ça, c'est dans cette discussion, parce on a eu déjà des échanges sur les plateformes. Et donc, un grand point d'interrogation, et c'est d'autant plus intéressant. Et j'aime bien parce que mon point d'interrogation, il fait ça, tu vois. Non, Ça mais fait c'est un un cœur. cœur. Ça fait un cœur, c'est joli, les points d'interrogation à l'envers. Donc, comme quoi l'inversion, c'est toujours sympa, hein. Quand on s'interroge, hein, c'est émotionnel. Et donc, c'est un grand événement le 20 janvier. Le 20 janvier, animé par Edith Delmray. C'était elle qui a eu cette idée formidable avec la CPMN. Et donc, merci Edith. Et puis donc, au 20 janvier. Edith, donc, qui est médiateur professionnel et avocate, et c'est la transition rêvée, puisque le sujet dont on va traiter, la thématique dont on vous a parlé, c'est une situation d'un médiateur qui est sollicité par un avocat euh, concernant un litige, un différend, un conflit dans le domaine de la construction sur eh bien, la surface qui a été annoncée et payée n'est pas la surface réelle, donc il y a une demande de modification de la surface. Et le médiateur donc est en train d'intervenir et l'avocat lui demande d'arrêter sa médiation, de la suspendre parce qu'il doit absolument assigner pour ne pas perdre le délai dans lequel il a l'obligation de faire une assignation pour que ce soit pris en compte par la justice. Alors, j'aime bien, Jérôme, vas-y, continue, excuse-moi. Alors, en fait, la question, là, elle n'est pas de répondre sur le plan juridique à l'avocat, mais Ah elle est non. bien de pouvoir apporter des éléments aux médiateurs qui sont confrontés à ce type de discussion, là, dans un contexte un peu particulier, puisque c'est une demande de modification de la surface, donc la loi Carrez. Mais pour le médiateur, on va voir quelles sont les conséquences et comment il peut accompagner l'avocat pour que chacun puisse faire son travail de manière tout à fait sereine et indépendante. Alors moi, j'adore ce genre de situation parce que on dit souvent, voilà, nous, les médiateurs, on s'occupe pas du droit, etc. C'est vrai qu'on n'a pas de raison de nous occuper du droit. Nous, on s'occupe de l'entente entre les personnes.
et indépendamment de tout aspect juridique. Donc, mais de fait, comme on est venu, ça renvoie à l'histoire, comme on est venu, il y avait déjà des gens assis sur le banc de la recherche de résolution des conflits ou de gestion des conflits. Il y avait un banc, on va dire, et il y avait des gens qui étaient assis dessus. Et il y avait de la place sur le banc, mais pas de la place pour que des gens s'assiedent à la place de ceux qui étaient déjà assis sur ce banc. Hein, je sais pas si vous voyez bien l'image. Et donc, parce que t'avais le banc des accusés, par exemple. Les accusés pouvaient s'asseoir. Hein, les clients pouvaient s'asseoir. Des gens les juges pouvaient être assis, les avocats, les notaires, les huissiers, etc. Les experts judiciaires pouvaient s'asseoir, mais partir aussi. Mais bon, voilà. Et par contre, il y a eu une autre profession qui est arrivée, qui a émergé, qui s'appelle la profession de médiateur. Alors, nous, évidemment, est-ce qu'on s'assied sur ce même banc? Non. En fait, non. Soyez attentifs, les avocats qui ont peur de notre concurrence, on ne s'assied pas sur le même banc, mais de fait, sur le banc sur lequel on a créé, eh bien, il n'y a pas d'accusé, il n'y a pas de fautif, il n'y a pas de coupable, on n'aborde pas le sujet de cette manière-là. Nous, on se préoccupe de rétablir l'entente et de prolonger, de créer un contexte de prolongement de l'exercice de la liberté de décision. C'est-à-dire que les gens ont décidé par eux-mêmes pour signer un contrat, et puis bah, il y a un heurt, il y a une dégradation de la relation, il y a une insatisfaction, il y a un problème qui se passe, hein, technique ou je sais pas. Là, la relation se dégrade, la discussion devient impossible. Donc, ah, tiens, la discussion devient possible. Oh, qu'est-ce qui a dégradé la relation? Se dit le médiateur. J'en ai rien à foutre, dit l'avocat, parce que moi, je vais engager une procédure judiciaire pour que les gens, pour que les enjeux et les intérêts soient respectés. C'est pas la question, dit le médiateur. C'est d'abord la relation, parce que vous savez bien que si on aime ou que si on déteste, la valeur des enjeux et des intérêts diffère. Donc, et on pourrait, si on s'entend bien, on peut discuter des choses. Hein, si on parvient à s'entendre. Ah, dit le médiateur, quelle bonne idée. Et qu'est-ce que les clients, les justiciables ne sont plus des justiciables, ça devient des médiables. Enfin, non, c'est une blague. Mais bon, ça devient des gens qui sont possiblement à s'entendre. Alors, donc voilà. Donc, tu as, les avocats, et puis là, dans cette situation, Alexandre m'envoie, Alexandre qui n'est pas un médiateur de la CPMN, hein, mais je dis ça comme ça, parce que normalement on répond qu'aux personnes qui sont adhérentes de la CPMN. Mais je me suis dit, tiens, avec Jérôme, on se dit, bah, tiens, on faisait une petite discussion de ce sujet. Hein. Donc, Alexandre, n'oublie pas de reprendre ta cotisation à la CPMN. Et comme ça, je dis, je- il me dit, ben, là, Jean-Louis, je suis confronté à un avocat qui m'explique qu'une médiation en cours l'empêche de procéder à une initiation, à une assignation, pardon. Est-ce possible? Alors, il me décline l'histoire que Jérôme vient de vous rappeler. Hein, c'est il a acheté un appart, etc. Bon, il y a eu une erreur sur la surface, apparemment, une discussion de contestation de la surface. Et donc, est-ce que c'est l'assurance qui doit prendre en charge le truc? Bon, ils ne sont pas d'accord. C'est une affaire de 16 000 balles. 16 000 euros, c'est quand même pas rien. Hein. Donc, ça peut justifier l'intérêt que peut représenter un client. Hein, voilà. Ou alors, bon, est-ce qu'on fait une médiation? Donc il y a une médiation en cours. Et dans la convention de médiation, hein, le médiateur avait mis, bah, s'il y a une action judiciaire qui se met en place, bah, que ce ne soit pas un obstacle à la réalisation de la médiation. Mais c'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet. Parce qu'en fait, l'avocat dit, euh, voilà, l'avocat dit, il faut suspendre la médiation pour pouvoir assigner le vendeur. Et il affirme, l'avocat, qu'il ne peut pas assigner si la médiation est en cours. Donc le médiateur qui se pose la question, bah, est-ce que je suis moi-même dans une position d'illégalité? Est-ce que je suis en train d'atteindre ce qui pourrait être quelque chose d'ordre public, en quelque sorte? C'est-à-dire qui m'interdirait de piloter une discussion pour que des gens s'entendent. Ah, donc, il est quand même, il s'inquiète parce qu'il se dit, bah, je vais pas mettre les gens en indélicatesse, et puis en même temps, je vais pas moi-même me mettre en indélicatesse.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi qui interdit à quelqu'un de faire une médiation? La discussion a déjà eu lieu sur d'autres aspects. Par exemple, dans les cas de violence conjugale. La loi n'interdit pas à des gens qui sont dans des situations de violence, hein, de pouvoir discuter avec un tiers qui va les aider à discuter. Elle interdit seulement aux juges de mettre en place une médiation. Mais c'est pas parce que c'est interdit aux juges de dire allez en médiation, voilà, que les gens eux-mêmes peuvent pas mettre en place une médiation. Et que les avocats, justement, pourraient se dire, attends, pour aider ces gens-là dans cette situation dramatique, où ils sont en train de se foutre sur la gueule physiquement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui pourrait les aider à réfléchir, surtout celui qui tape, mais aussi la personne qui est victime. Elle pourrait faire du sport, elle pourrait apprendre du karaté ou des choses comme ça. Et je plaisante pas, parce que c'est comme ça qu'en Afrique du Sud, il y a eu des femmes qui ont mis en place des cours de self-défense. Et puis c'est redoutablement efficace. Donc, tu vois, c'est pas rien de savoir se défendre. Hein. Moi, j'ai pas appris à me battre pour me battre, mais oui, le self-défense, j'ai bien apprécié. Bon, parfois, c'était un peu dur, mais c'est utile. C'est utile de pouvoir savoir se défendre et faire face à une situation. Donc, moi, je dis pas ça. Je dis, dans les cas où les gens veulent discuter ensemble, il n'y a rien dans les textes de loi qui les empêche de le faire. Donc, l'avocat, lorsqu'il dit il faut suspendre la médiation pour que je puisse mettre en place ma procédure, c'est faux. C'est faux. Donc, c'est une désinformation juridique. Donc, il est important que là, des avocats puissent bien faire leur travail parce que le premier devoir d'un avocat, je le rappelle, et c'est pas moi seulement qui le dis, je vais utiliser la parole de Michel Bénichou qui le rappelait lui aussi, que le premier devoir d'un avocat, c'est d'aider les parties à s'entendre. Alors il ne le disait pas comme ça, mais ça valait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les moyens amiables que l'avocat peut connaître euh, de par sa profession, et donc il y en a, hein, tous les moyens amiables doivent être mis en œuvre avant toute procédure judiciaire. Il faut avoir épuisé ces moyens amiables. Et maintenant, c'est inscrit dans la loi. Donc oui, le médiateur ne doit pas abandonner son terrain, le terrain qui va promouvoir l'entente entre les parties. Ce qui clarifie encore plus finalement le travail de l'un et de l'autre, puisque à partir du moment où l'un et l'autre peuvent travailler de manière totalement indépendante sur une thématique qui est commune, avec des personnes qui sont communes, mais avec des objectifs et des résultats totalement différents. Donc le médiateur, il va intervenir sur la relation, il va sans doute aboutir à un accord. Peut-être même que quand l'assignation sera faite, eh bien l'accord sera en train d'être réalisé et que les personnes iront ou pas faire valider cet accord en justice. Ce sera peut-être même pas nécessaire, mais en tout cas, les actions du médiateur professionnel ou du médiateur en l'occurrence et de l'avocat, elles ne sont pas sur le même plan et donc elles ne s'annulent pas l'une l'autre, elles ne s'opposent pas. Le médiateur peut continuer à faire son travail, même si l'avocat rencontre des difficultés par ailleurs et est contraint de respecter des délais qui lui sont propres. Voilà, Et donc c'est un... Pardon? non, j'étais en train de dire que je pense qu'on a fait le tour de cette Oui. situation-là. J'espère, Alexandre, que tu as eu ta réponse. Voilà, mais je pense qu'il a eu sa réponse et puis qu'il attendait que ça va dans le sens de ce qu'il se disait. Parce que, évidemment, il a fait une convention qui anticipait ce phénomène-là. Alors, je dirais sur la convention préalable, euh, c'est pas la peine de faire une convention avec autant d'anticipation des risques. D'ailleurs, il suffit de dire que les gens sont en médiation. Et c'est tout. C'est pas la peine de juridiciser la convention, la convention de médiation. Parce que je dirais que c'est même un risque de juridiciser la convention de médiation,
qui dans tous les cas doit rester confidentiel. C'est-à-dire que c'est le premier acte de, ça je tiens à le dire aussi, parce que c'est le premier acte qui fait l'entrée en médiation. Est-ce que cette convention peut être rendue publique et être utilisée par les parties? C'est un risque. Alors, normalement, ça ne devrait pas pouvoir être utilisé, puisque tout ce qui est produit dans le cadre de la médiation, dans la perspective de la médiation, par le médiateur ou par les parties, dans le cours de la médiation, je dis bien par les parties, parce que ça peut être très différent si c'est une expertise, par exemple, hein. C'est une expertise, ça peut être très différent, l'utilisation peut être différente, parce que c'est un tiers encore qui, lui, n'est pas un rapport d'expertise. Bon. Mais ça, là, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre d'une convention qui a été écrite et qui fait que les deux parties se mettent d'accord pour aller en médiation. Il faut que les deux soient d'accord, hein, je le rappelle, pour que ça sorte de la confidentialité. C'est-à-dire, si une des parties dit «Ah, mais moi je peux utiliser ça parce qu'il y a marqué dedans», ça serait la tentative d'un avocat, on l'a vu, qui pourrait avoir quelques intérêts à pouvoir faire de la bonne gestion de la conflictualité, c'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà dit, entretenir la conflictualité. Attention, attention. Alors, d'autant plus que là, tu es en train de dire que seules les parties d'un commun accord peuvent produire leur accord de médiation, par exemple, ce qui signifie aussi que le médiateur, lui, est tenu à la confidentialité Sûr. et d'aucune manière ne peut faire sortir un document, l'accord ou quelques documents produits par les parties, à l'extérieur, c'est-à-dire à d'autres personnes que les personnes impliquées elles-mêmes. Et ça, c'est aussi à savoir, la justice, par exemple, ne peut pas demander au médiateur de dire ce qui s'est passé pendant la médiation ou de donner un accord de médiation. Ça, c'est aux personnes impliquées à le faire. Bien sûr, le médiateur ne peut pas être appelé en cause. C'est simple, hein. Mais ça c'est clair. Cela dit, voilà. Donc, je crois que on a fait le tour. S'il y a encore un sujet de doute, eh ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-nous des questions. On vous y répondra. Mais de plus en plus, on va se rapprocher de ça parce qu'on s'est dit que c'était comme ça que ça pouvait vous intéresser aussi, un hebdo, pas seulement sur les techniques de la médiation professionnelle, parce que c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de brio et Jérôme, avec ses ateliers où il a fait, on en fera d'autres, mais cela dit, le sujet étant devenu assez inépuisable, on va revenir progressivement sur ces sujets-là, mais on a décidé de parler de l'actualité de la médiation, de ce qui fait l'actualité. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres ces situations d'actualité. On a parlé aussi un peu juste un petit truc, hein, je vais me faire un peu de pub pour ce que j'ai écrit concernant des aspects juridiques, hein, où j'ai écrit un article sur les droits d'auteur, a priori, l'utilisation des droits d'auteur de la part de personnes qui sont condamnées donc, et qui ont commis des délits ou des crimes, hein, on peut dire des infractions quand même costaudes, hein, comme par exemple la corruption, comme par exemple bon, ben, des crimes, hein. Alors on se souvient comme ça vite fait de Mesrine, hein, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait L'Instinct de mort, tandis qu'il était en prison, et ça avait fait grande question, et il va s'enrichir avec ses droits d'auteur, il revendique des crimes, même avant même d'être jugé, hein. Mais parce qu'en fait, il avait décidé de s'évader, et bon, c'est une évasion qui lui a réussi, mais pas complètement, parce qu'il a fini sous les balles de la police à Clignancourt. On se souvient, pour les plus jeunes, c'est un film, mais moi je me souviens très très bien de cette histoire. Et donc, quand Mesrine avait sorti son bouquin L'Instinct de mort, il y avait une loi que j'ai pas retrouvée sur Internet, mais dont j'ai retrouvé quand même quelques traces, parce que Internet n'existait pas à l'époque, c'était en 1977. Et donc, il y avait une loi qui avait été tentée, au moins, qui s'était appelée la loi Mesrine, qui interdisait aux criminels de pouvoir profiter des droits d'auteur, des récits de leurs méfaits. Et donc, mais cette loi, elle a été
abrogé ou pas retenu ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y avait au moins un projet qui était bien développé. Et il y a eu la loi Perben, Perben 2, qui est venue plus tard pour pouvoir dire ah ben, sur les droits d'auteur, ben, pas pour les crimes sexuels. Bon, donc par exemple, un braqueur, il peut écrire son bouquin sur là-dessus. Puis il y a des situations qui n'ont pas été prévues comme ça. C'est tous les crimes par exemple, la corruption qui va parasiter la souffrance des victimes d'un attentat, d'un avion. Par exemple, on voit des politiciens qui vont négocier l'organisateur d'un attentat, très riche au demeurant, et qui va, pour 50 millions d'euros, envisager que ce gars-là, qui était condamné à, à perpétuité en France, puisse avoir un casier judiciaire blanchi. Hein, euh, avec une histoire de 50 millions d'euros pour financer une campagne présidentielle en 2007. Bon, il s'est trouvé que les gars qui ont fait cette tractation, qui s'appelait Brice Hortefeux et Claude Guéant, deux bras droits, et bras gauche et puis bras cassés de Sarkozy, donc ils ont été considérés comme ayant fait une association de malfaiteurs. C'est la raison pour laquelle Sarkozy, qui ne pouvait pas ne pas être au courant, il faut quand même pas, malgré le bouquin qu'il aurait écrit en une semaine en prison, avec un parloir le matin, un parloir l'après-midi, et il aurait trouvé le temps d'écrire. Hein. Merci les IA, et puis merci aussi le nègre qui a écrit pour lui. Donc c'est il ne pouvait pas ne pas être au courant. Alors, c'est vrai que là, c'est de savoir à qui doivent profiter les droits d'auteur. Et là, on parlait un peu de justice restaurative, hein, d'intervention de médiation. Vous pouvez trouver que c'est très impertinent ce que je dis là, parce que si vous êtes favorable, fanatique, aveugle de ce qui, d'un président corrompu, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner que la délinquance augmente quand on a une délinquance autorisée. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est très problématique, la délinquance autorisée et non punie. Hein. C'est-à-dire que la justice est très complaisante. Le gars, il a été condamné à 50 tôles et il fait une semaine et il sort. Alors on pourrait se dire, mais en fait, ils ont fait sortir les policiers qui étaient à l'intérieur dans la cellule à côté. Hein. Parce que c'est quand même une sacrée punition de faire la tôle avec Sarko à côté. Non, c'est quand même très problématique. Les juges, ils ont dû se dire, non, c'est pas possible, cette incarcération coûte plus cher à l'État que ce qu'elle permet de punir, en fait. Hein. Hein. Mais la punition, elle pourrait être établie. On pourrait se dire, ça y est, il est discrédité. Mais non, il en profite pour se plaindre. Et il sort un bouquin qui est très médiatisé, avec, avec un copain qui est Bolloré, qui va lui permettre de sortir son bouquin qu'il aurait écrit en une semaine. Non mais oh, c'est en une semaine dans laquelle il n'a pas eu le temps. Et puis il s'est plaint de sa petite semaine euh, de solitude. C'est quand même très problématique. Donc oui, c'est vrai que l'idée quand on parle de justice restaurative, on parle aussi un peu de médiation. Donc j'ai rallongé un peu notre propos. Et donc il y a Charline Basconès qui a fait un petit webinaire sur la justice restaurative. Elle ne résistera pas la semaine prochaine à parler de la médiation judiciaire aussi. Donc c'est deux idées qui sont proches, même si c'est pas du tout la même chose, mais c'est deux idées qui sont proches et qui font partie de l'évolution culturelle. Juste un rectificatif, c'est pas une semaine, il a passé 20 jours en Oh, prison. pardon. Ah, Mais bon, la question est la même, écrire en 20 ah. jours 210 pages avec toutes les occupations qu'il a eues, ça reste une question. Non, mais je suis vraiment ému de m'être trompé d'une semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui encore. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 12h30 pour un nouvel hebdo de la médiation.
Si vous aussi vous avez rencontré des difficultés dans le cadre de votre activité de médiateur ou si vous vous posez la question de faire intervenir un médiateur pour vous, vous pouvez laisser vos questions sous la vidéo et Oui, nous y répondrons, nous reprendrons contact avec vous si c'est nécessaire et peut-être que nous utiliserons votre question pour pour faire une partie du prochain hebdo de la médiation. Vous pouvez voir toutes les émissions en replay sur mediator.tv d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine de qualité relationnelle. www.epmn